Bonjour, c'est Fahad Safezi de l'Institut ELSA à Zurich en Suisse et je vous parle dans cette mise à jour du Crosslinking 2020 du CXL EPION et de l'échec du Crosslinking. Voici mes intérêts financiers. Et on sait aujourd'hui qu'un EPI-OFF Crosslinking marche très bien, c'est devenu un standard global avec environ 200 000 procédures par année et plus que 2000 publications dans la Medline. En bas à droite, vous voyez la toute première technologie qui a été établie en ophtalmologie. C'est la machine que nous avons construite à Zurich, le UVX 1000. Depuis ces premières découvertes, on sait beaucoup plus sur la réaction du crosslinking. On sait qu'on a besoin d'un fournisseur d'énergie qui est la lumière UVA. On a besoin d'un chromophore qui est la riboflavine et l'oxygène joue un rôle essentiel depuis notre découverte en 2014 que l'oxygène est essentiel pour la biomécanique du crosslinking. Et la compréhension de l'oxygène a poussé en avant toute la technologie crosslinking. Notre groupe lui-même a publié depuis 2006 plus qu'une centaine de publications scientifiques sur le sujet. Maintenant, tout cela fait que nous comprenons nettement mieux aujourd'hui comment faire un crosslinking et nous comprenons aussi pourquoi il y a des restrictions et comment on pourrait peut-être faire un EPION qui marche bien et qui marche sans qu'on ait besoin d'une technologie très avancée, poussée et chère. Alors, comment est-ce qu'on peut faire un EPION? Comment est-ce qu'on peut le faire marcher? Regardons les éléments. Regardons la UVA. Lorsque l'épithélium est intact, on a une atténuation de la UVA de 20%. Il faut donc augmenter l'affluence totale, par exemple à 7,2 joules par centimètre carré. Le deuxième élément qui a besoin d'une attention particulière est la riboflavine. Il faut qu'on s'assure que la riboflavine puisse pénétrer l'épithélium et entrer dans le stroma. Soit on le fait avec des solutions spéciales qui ont ce qu'on appelle enhancers of penetration, comme la benzalkonium chloride et la EDTA ou la TRIS, ou bien on le fait dans un transport actif comme avec la iontophorése. Mais ceci marche aujourd'hui. Ce n'est pas le problème limitant. Le problème limitant reste l'oxygène. Comme vous le savez, notre groupe a découvert l'oxygène comme essentiel en 2014 en faisant un expériment très simple. On a fait du crosslinking sous une atmosphère de hélium, sans oxygène du tout. Et lorsqu'il y a 0% oxygène, il y a 0% de biomécanique, d'amélioration biomécanique. Et en plus, on sait, depuis la physiologie, ça c'est ancien, on sait que l'épithélium consomme énormément d'oxygène, 10 fois plus que le stroma. Alors, après 2014, l'industrie a commencé, nous avons commencé, d'autres groupes ont commencé à chercher des moyens pour augmenter l'efficacité du EPION crosslinking. Une idée était de pulser la lumière. Et l'idée dans la pulsation est que dans les périodes où il n'y a pas de lumière, il y a assez de temps pour une rediffusion d'oxygène. Excusez-moi. Et ce qu'on a pu démontrer, c'est que les deux, dans le laboratoire et dans les études cliniques, la lumière pulsée, elle marche, mais elle ne marche pas mieux que la lumière continue. Elle ne nous donne aucun avantage si on ne fait que pulser la lumière. Alors, dans un deuxième essai, on s'est dit, il y a 3-4 ans, maintenant, si l'accélération est un problème, parce que si on accélère trop rapidement, il n'y a pas assez d'oxygène qui peut rediffuser, peut-être qu'on va faire le contraire. On ne va pas accélérer, on va déaccélérer le traitement. De 30 minutes, non pas accélérer à 10 ou 5, mais déaccélérer à 60 minutes. Ce qu'on a fait dans le EPION, et d'un coup, on a eu un EPION très efficace. Excusez-moi. Alors,
On a publié cela et on sait donc qu'une déaccélération serait un moyen. Mais je dois dire, comme chercheur, je trouve ça formidable. Comme clinicien, je ne l'aime pas trop parce que je ne veux pas passer 1 heure dans le bloc pour un cross-linking. Mais le principe marche. La deuxième possibilité serait d'augmenter la disponibilité d'oxygène autour de l'œil. On peut faire ça avec ce que l'industrie appelle un oxygen boost, alors des lunettes spéciales avec un flux d'oxygène pur sur l'œil. Et ça marche. Et ça doit marcher parce que c'est basé sur notre recherche et je pense que notre recherche est très solide. Mais le désavantage est que ça a besoin d'encore plus de technologie et cette technologie est très chère. Alors la question était, est-ce qu'on ne peut pas faire un épion qui est efficace, qui marche, sans avoir besoin de l'oxygène pur sur l'œil, en faisant ce que j'appelle une combinaison intelligente de tous ces facteurs et en utilisant de l'air normal, sans oxygène additionnel. Et voilà, c'est réussi. Ce n'est pas une thèse, ce n'est pas une hypothèse. Il y a des données cliniques avec un suivi de 3 ans. Et ce n'est pas nous, c'est notre ami Cosimo Mazzotta de l'Italie qui a combiné tout ce qu'on savait jusqu'à là. Alors, il a pulsé la lumière, il a accéléré le traitement, mais très très doucement, ce n'est pas une accélération agressive. Il a augmenté l'affluence, il a utilisé l'air normal, pas de boost d'oxygène, et il a fait de la iontophorése pour assurer qu'il y a assez de riboflavine dans l'œil. Et en mettant tous ces facteurs ensemble, il a réussi à créer un épion très efficace et avec un suivi de 3 ans. La ligne de démarcation est à la même profondeur que dans le protocole EpiOff de Dresden de 30 minutes. Ceci est donc un épion qui marche et qui n'a pas besoin d'un oxygène additionnel. Maintenant, si vous combinez cela avec notre vision qu'on a poursuivie maintenant pendant 8 ans, notre vision de sortir du bloc opératoire à la lampe à fente, parce qu'en fait, à la fin de chaque crosslinking, on a aussi fait un pack crosslinking. La cornée est complètement stérile, donc notre vision est tout à fait faisable. À ce moment-là, si vous pensez à combiner un épion avec une technologie à la lampe à fente, vous voyez le futur du crosslinking. Donc, voici un des tout premiers cas que j'ai traité au mois de juillet 2020 avec notre technologie. Et vous voyez, à travers l'oculaire, vous voyez la fluorescence de l'œil. Et vu que le patient a un point de fixation sur l'autre œil, il n'est pas gêné et il est encore plus calme que dans la position couchée. C'est vraiment assez extraordinaire. Et ce qu'on a réussi à établir dans cette machine est un traitement soit à la lampe à fente, soit dans la position couchée. On peut faire les deux. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le protocole de Dresden si vous voulez faire un traitement dans la position couchée avec un bras additionnel, ou bien le traitement de 10 minutes qui va très très bien à la lampe à fente, le protocole de 5 minutes pour des kératocones moins agressifs. Après, on passe dans le accéléré à haute fluence, par exemple, pour le pack crosslinking, ou bien il y a plusieurs groupes qui l'utilisent aussi pour le kératocone, pour les EpiOff kératocone. Et ensuite, le protocole Mazzotta Epion iontophorése, pulsé, haute fluence, 13 minutes au lieu de 30 minutes, et combiné avec la iontophorése. Voici encore un autre protocole pulsé. Et comme vous le savez, notre fameux protocole sous 400, il sera disponible dans notre technologie CI Device avec un upgrade de la software. Le protocole sera publié chaque jour. On attend maintenant la publication parce qu'il a été déjà soumis il y a quelques mois. Et donc, vous pourrez, avec notre technologie, aussi faire un traitement des cornées ultra fines jusqu'à 220 microns. Alors, en conclusion,
la disponibilité d'oxygène est essentielle dans le cross-linking. Et on est déjà là, le futur est arrivé, on peut faire un EPION cross-linking sans avoir besoin d'un boost d'oxygène, des goggles d'oxygène. Avec notre protocole du sous 400, on peut traiter dans le EPI-OFF jusqu'à 215 microns. Et maintenant, le groupe de Mazzotta et notre groupe travaillons ensemble. On essaye de marier ces deux protocoles, le EPION avec les cornées ultra fines. Et une fois qu'on a réussi, vous pourriez faire tous les traitements EPION à la lampe à fente sur des cornées d'épaisseur normale et des épaisseurs ultra fines. Dans le futur immédiat, vous aurez déjà le EPION pour les cornées normales, d'épaisseur normale, et le EPI-OFF pour les cornées ultra fines. Voici sur le EPION. Maintenant, l'autre question est, qu'est-ce que vous faites dans le cas d'un échec d'un cross-linking? Lorsqu'on parle d'un échec, on parle souvent, on peut parler d'un échec presque immédiat. Quand est-ce qu'il arrive? Normalement, après un cross-linking, j'attends 6 mois pour juger si ma cornée est stable, oui ou non. Lorsqu'elle est stable, je peux adapter des lentilles spéciales, je peux faire un laser, un traitement au front d'onde, ou bien j'ai du succès, mais la cornée est encore en train de s'aplatir. Et j'attends avec toute autre mesure chirurgicale jusqu'à ce que je suis dans une cornée stable. Mais parfois, même dans un EPI-OFF de protocole de Dresden, dans 3 à 7%, j'ai un échec après 6 mois. Et je dois penser à un recross-linking. Ça, c'est l'échec immédiat. Après, il y a aussi un échec à long terme. Comment ça se fait? Ça se fait parce qu'on sait aujourd'hui que tout le collagène de la cornée sera remplacé après environ 6 à 8 ans. Et on sait aussi que le plus âgé nous devenons, le plus rigide devient notre cornée naturellement. Maintenant, si vous mettez ça sur un axe, l'âge du patient, on sait que l'âge lui-même nous donne déjà un certain effet biomécanique qui augmente avec l'âge. Si je fais maintenant un traitement CXL à l'âge de, disons, 27 ans au patient, l'effet de mon CXL va gentiment disparaître avec les années et après 6, 8 ou 10 ans, tout ce qui protège le patient est son âge. Mais lorsqu'il a 37 ans, il y a une forte probabilité que le patient soit stable à cause de l'âge. Maintenant, si vous faites la même chose sur un enfant, disons de 12 ans, vous faites un cross-linking et l'effet du cross-linking va gentiment disparaître et après 8 à 10 ans, l'enfant n'a que 20 ans, 22 ans. Oui, la maladie pourra reprogresser et vous devez faire un deuxième traitement. Ce qui est très très important alors est de garder les patients dans les suivis. Et ce qui nous rend la vie un peu difficile est la limitation que pose un système Scheimpflug, une Pentachem qui est quand même, Pentachem, Galilei, Sirius, ce sont quand même jusqu'à maintenant, c'était les appareils les plus fiables que nous avons. Mais, mauvaise nouvelle, surtout là où on en a besoin, une caméra Scheimpflug a un problème. C'est dans la guérison, c'est dans la haze. Regardez ici. Si vous regardez cette cornée au milieu avant traitement et 6 mois plus tard, 6 mois après cross-linking, la Pentachem me suggère une différence d'1,3 ou 4 dioptries, donc très probablement un échec. Je devais refaire le traitement parce que ça n'a pas marché. Mais en fait, ce n'est pas vrai. Si j'utilise une technologie plus récente comme le MS-39, qui ne fait plus une image Scheimpflug, mais plutôt un OCT pour calculer les valeurs de hauteur de la cornée, là, d'un coup, même cornée, décembre et 10 mois plus tard, aucune progression du kératocone après cross-linking. Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est le haze qui m'a troublé. Alors, ne vous fiez pas trop à la Pentachem. Dans quelques années, cette technologie sera disparue et remplacée par les OCT. Lorsque vous parlez d'échec, il faut aussi garder en arrière d'autres facteurs
qui peuvent contribuer à un échec. C'est l'âge, l'état hormonal et aussi le frottement des yeux. Alors, si on regarde le frottement des yeux, on en parle énormément ces jours, mais si vous regardez la recherche derrière, les données cliniques et les données claires et nettes, il y en a très très peu. Donc, je me suis dit, on doit faire notre propre recherche vu que personne d'autre le fait. Dans une première étape, on a fait une étude plutôt simple. On s'est demandé avec quelle force est-ce qu'un patient avec un kératocone frotte ses yeux. Et vous savez qu'il y a différents types de frottements. Et on a déterminé et publié ces données. Pourquoi c'était nécessaire? Parce qu'on voulait savoir, on voulait connaître les forces, les newtons avec lesquels un patient kératocone frotte ses yeux. Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait parce que dans une deuxième étape, on a construit une machine qui frotte les yeux et qui nous permet de déterminer avec une précision d'un centième de newton la vitesse et la force par laquelle nous frottons ses yeux. Ce qu'on a donc fait, voici des yeux de cochon avec paupières. Et on s'est dit, un patient avec une atopie, on va essayer de simuler 1 an de frottement 6 fois par jour avec 5 mouvements chacun. Ça nous donne 10 500 mouvements de frottement des yeux. On a utilisé la force la plus forte que nous avons publiée, presque 10 newtons par frottement. On a fait ça sur les cornées et on était certain et sûr que la mesure biomécanique après qu'on a fait devrait nous montrer un affaiblissement du tissu. Et donc, après ces 10 500 frottements, on a excisé la cornée et on a fait nos tests stress-strain et nous étions très très surpris, aucune différence après 10 500 frottements. Ce qui veut dire que l'effet purement mécanique du frottement des yeux n'a pas affaibli notre cornée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ceci est un modèle ex vivo. On n'a pas l'inflammation qui est élicitée par le frottement, l'inflammation secondaire qui est probablement le coupable majeur. Mais ça veut aussi dire qu'il faut se relaxer un tout petit peu. Si vous êtes devant un patient qui de temps en temps touche son œil un tout petit peu, c'est probablement moins catastrophique qu'on le croyait avant. Il faut bien sûr dire à tous les patients qu'il ne faut pas se frotter les yeux, mais l'effet purement mécanique est moins fort qu'on croyait. C'est plutôt l'effet inflammation. Si, en fin de compte, vous devez faire un recross-linking, sachez que j'ai une doctorande qui a mis ensemble presque une trentaine de cas qui ont eu besoin d'un recross-linking après cross-linking primaire. Et nous voyons maintenant que l'affluence totale doit être environ autour des 12 joules par centimètre carré pour assurer une stabilité après le deuxième cross-linking. Et ce qui est aussi fortement intéressant, si on a besoin d'un deuxième cross-linking, la cornée, souvent après le deuxième cross-linking, trouve un état qui est presque mieux qu'au tout début. En conclusion, dans les échecs, on voit des échecs immédiats et à long terme. Pensez aux facteurs qui influencent la réprogression, comme les estrogènes, je n'ai pas parlé ici, mais très important, la grossesse et l'hypothyroïdisme. Pensez aussi aux limitations de la technologie Scheimpflug, Pentachem, Sirius, Galilei dans le monitoring de l'échec. Et le frottement des yeux est certainement très très important, mais peut-être un peu moins dangereux qu'on le croyait avant. Et sachez aussi que les retraitements ont souvent du succès. Merci pour votre attention.